El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ok. El pueblo Alors, unido pour commencer, il y jamás a será actuellement vencido. 3000 milliardaires dans le monde. Et ces 10 dernières années, ces milliardaires, ils ont doublé leur fortune pendant que 60% de la population mondiale est devenue plus pauvre. Et quand j'ai vu ces chiffres, quand j'ai vu ce développement, je me suis rappelé d'un concept que j'avais appris à l'époque en biologie à l'école, et c'est les cellules cancéreuses. Je me suis rappelé des cellules cancéreuses parce qu'une cellule cancéreuse peut croître de différentes manières. Elle peut croître en détruisant, en écartant ou bien en affamant des cellules saines. Et il y a encore une autre option, aussi en faisant travailler des cellules saines à sa place. Genre, elles peuvent carrément piquer la production d'énergie des cellules saines. Et je trouve cette analogie, c'est vraiment une description assez précise de l'existence de ces milliardaires. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est pas seulement nous ici qui pensons ainsi des milliardaires. Il y a eu un sondage récemment qui a montré qu'en Suisse, 74% de la population estime que les milliardaires sont la plus grande menace à leur sécurité. Et ça, c'est en Suisse. Et je pense dans la jeunesse, on a entendu ce matin, il y a toute une génération qui veut rien d'autre que d'enlever les milliardaires et tout le capitalisme, en fait. Mais pour enlever quelque chose, on doit en comprendre la racine. Il suffit pas juste de trouver le capitalisme injuste. Je veux dire, imaginez-vous un médecin qui, face à un patient qui a le cancer, va dire des trucs comme: Oh, mais c'est pas possible que la tumeur s'attaque aux organes, ça va pas du tout. Il faut que la médecine, elle doit maintenant envoyer un geste très fort, et il faut que la tumeur, elle contribue aussi à la santé de l'organisme. Je veux dire, heureusement qu'on n'a pas des tels médecins, mais je dirais malheureusement, on doit le constater, le mouvement ouvrier actuellement, il a exactement de tels dirigeants, des réformistes qui ne voient que la surface des choses, qui ne sont incapables de comprendre l'organisme sous la surface, et c'est pour ça qu'ils sont incapables de proposer un traitement correct. Et je dirais que ce dont la classe ouvrière a besoin, c'est des marxistes qui comprennent scientifiquement cet organisme afin de proposer un traitement correct scientifique. D'où la question de cet atelier, qu'est-ce qu'en fait le capitalisme? Et je pense la première chose qu'on doit dire face à cette question, c'est que le capitalisme, c'est un mode de production spécifique historique. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'a pas toujours existé, comme l'affirment les bourgeois. Ici, ça a l'air un peu comme à l'université à l'époque, mais dans les soi-disant cours d'économie à l'université et aussi au gymnase, en fait, dans la première leçon, on va te parler du concept de cet homo economicus, selon lequel, en fait, l'homme, il serait par nature quelqu'un de égoïste qui veut juste maximiser son utilité. Et du coup, parce que les hommes sont comme ça, le capitalisme, c'est le seul système imaginable pour les gens. Et on doit juste le dire, ce qu'on apprend aux écoles et aux universités bourgeoises, ce n'est pas une explication de l'économie, c'est une justification du capitalisme. En tant que marxiste, on procède inversement, on procède scientifiquement. Le point de départ, c'est pas l'idéal de l'homme comme on aimerait bien l'avoir, mais le point de départ, c'est les hommes réels. Comment les hommes réels existent objectivement et comment ils interagissent objectivement. Et ce qu'on peut dire sur un plan très général, c'est que les hommes, ils ont toujours produit et ils ont toujours produit avec des moyens et dans des rapports sociaux. Et ces deux trucs ensemble, c'est ce qu'on appelle le mode de production. Et ces modes de production dans l'histoire de l'humanité ont été bouleversés plusieurs fois. Et ces bouleversements ça reflétait toujours que, en fait, les rapports de production étaient devenus trop étroits pour le développement du nouveau mode de production qui surgissait au sein de l'ancien. C'est aussi ce qui s'est passé vers la fin du Moyen Âge. À partir du XVIe siècle, il y a le déclin du féodalisme donne naissance à un nouveau mode de production, le capitalisme. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise le capitalisme? Et je pense, pour ceux qui prennent des notes, le premier mot que vous devez souligner, c'est le marché, parce que le marché, c'est le mot-clé. Il y avait déjà des marchés auparavant, dans l'Antiquité, dans le féodalisme, mais ces étaient des phénomènes secondaires.
principalement, on produisait pas pour le marché à l'époque avant le capitalisme, mais pour l'usage personnel. Que ça soit l'usage de la tribu, d'une famille paysanne, ou bien l'usage des maîtres d'esclaves ou des maîtres de serfs. Et le nouveau phénomène général le plus important, je dirais, à partir du XVIe siècle, c'est que la production pour le marché se généralise. De plus en plus, il y a tout qui est produit et vendu pour et sur un marché. Je veux dire, je ferai un pari avec vous. En regardant dans cette salle, vous allez rien trouver qui n'a pas été échangé même plusieurs fois sur un marché. Et cela vaut également pour nous-mêmes. Genre, après-demain, c'est lundi, je suis désolé, mais il faut de nouveau aller bosser. Mais ça vaut aussi pour nous, genre, les salariés, la plupart de nous, on est des salariés, on n'appartient pas au maître. On n'appartient pas au capitaliste, on échange quelque chose avec le capitaliste et on reçoit quelque chose en contrepartie pour cet acte d'échange. Et ce quelque chose, c'est le salaire. Et avec le salaire, après, on va s'acheter des choses dont on a besoin chez des vendeurs qui vendent parce qu'ils n'ont pas besoin de ce qu'ils vendent, mais parce qu'ils ont besoin d'autre chose. Et chaque jour, si tu y penses, il y a des milliards de telles transactions qui ont lieu, de tels échanges. Hum, Et je pense, si tu t'imagines ce système une fois comme ça et tu recules un moment, je pense que la première question qui se pose, c'est pas pourquoi le capitalisme ne fonctionne pas, mais la première question, en fait, c'est pourquoi ça peut fonctionner, en fait. Parce que si tu imagines, sur le marché, il y a par définition pas de plan. Il y a personne, il y a aucune instance qui contrôle, qui planifie le tout. Le marché, c'est de l'anarchie. Chacun regarde pour soi. Hum, exact. Mais en même temps, personne peut nier que de ce chaos semblable, il y a un certain ordre qui émerge. Le capitalisme n'est pas tout le temps en train de s'effondrer. Même si chaotiquement et violemment, le capitalisme a connu un énorme développement ces 400 dernières années. Donc, on doit avoir affaire avec un organisme qui a une certaine dynamique interne. Il doit y avoir quelque chose qui règne, en fait, ces transactions qui sont en apparence aléatoires. Autrement dit, il doit y avoir des lois objectives qui déterminent le capitalisme. Et la recherche de ces lois objectives du capitalisme a été commencée par les économistes bourgeois classiques et a été terminée par Marx. De temps en temps, il faut boire un peu. Le point de départ de toute cette recherche scientifique de c'est quoi le capitalisme, c'est la marchandise. La marchandise, c'est l'unité fondamentale du capitalisme. Une marchandise, c'est quelque chose qui est destiné pour le marché. Ça peut vraiment être tout. Ça peut être un vélo, un massage, une coupe de cheveux, peu importe. Tant que ça peut être vendu sur un marché. Et pour pouvoir vendre quelque chose sur un marché, il faut que deux critères soient remplis. C'est comme les deux côtés de la marchandise. D'un côté, une marchandise, elle doit être utile pour d'autres. Genre, si personne veut ton truc, tu vas pas pouvoir l'échanger. Du coup, elle doit avoir ce qu'on appelle une valeur d'usage. Et cette valeur d'usage, elle dépend des qualités de la marchandise. Par exemple, avec une voiture, tu peux aller assez rapidement de A à B, tu peux prendre avec tes passagers, tandis qu'en vélo, tu es beaucoup plus souple en ville, tu vas pouvoir la garer partout et on va te on va te le voler partout aussi. Mais bon, mais, mais le point, c'est que ces différentes qualités ne sont pas utiles de la même manière pour tous. Raison pour laquelle la valeur d'usage, c'est quelque chose de subjectif. Par exemple, pour une famille qui vit à la campagne, une voiture a une valeur d'usage beaucoup plus grande que pour un étudiant qui habite en ville. Mais ça, la valeur d'usage, c'est seulement un côté. En fait, la valeur d'usage, c'est seulement la condition préalable pour l'échange et non pas l'objectif de l'échange. Un vendeur ne vend pas ses marchandises pour être utile à d'autres, mais pour pouvoir échanger quelque chose qui n'a pas d'utilité pour lui, sinon il ne l'échangerait pas, contre d'autres marchandises qui lui sont utiles. Ce qui l'intéresse, dans d'autres termes, c'est la valeur d'échange. Contre combien d'autres marchandises je peux échanger ma marchandise? Et si on veut reprendre cet exemple avec les voitures et les vélos, une voiture de moyenne gamme, disons, elle peut être échangée en moyenne contre 5 vélos du style urbain, comme ça. Et c'est ça, la valeur d'échange, c'est le côté quantitatif de la marchandise. Il s'agit justement de cette question, dans quel rapport on échange les marchandises.
Et contrairement à la valeur d'échange, à la valeur d'usage, on constate que ici, c'est pas quelque chose de subjectif. Tu peux pas débarquer chez le vendeur de voitures et dire, hey, pour moi, cette bagnole, elle est vraiment pas importante, je la prends pour la moitié. Bah, tu peux essayer de le faire, mais ça va pas marcher. Et ça va pas marcher parce que la valeur d'échange, c'est quelque chose de objectif, justement. Sur un marché donné, il y a les mêmes valeurs d'échange qui valent, qui s'imposent à tous les participants. Et cela relève une question plus fondamentale encore, bah, que exprime en fait la valeur d'échange? Parce que si tu peux échanger toute marchandise dans des rapports donnés contre toutes les autres marchandises, il doit y avoir quelque chose qui existe dans toutes les marchandises et qui les rend donc comparables. Et je pense que la grande difficulté, et la raison pour laquelle il y a eu besoin de science pour résoudre cette question, c'est que ce quelque chose, tu peux ni le voir, ni le sentir. On peut faire l'analogie en physique avec un corps, pardon, avec la masse d'un corps, parce que tous les corps ont de la masse qui les rendent plus ou moins lourds, entre autres. Mais cette masse, tu peux pas la voir. Par exemple, prenant un tout petit morceau de métal, par exemple du plomb, tu peux pas voir avec tes yeux que ce plomb, il a la même masse qu'une pomme qui est assez grande. Genre petit morceau de métal comme ça, pomme comme ça. Avec l'œil simplement, tu vas pas voir que ça a la même masse. Mais ce que tu peux faire, et ce que les humains ont fait en fait depuis l'Antiquité, c'est tu peux comparer les deux corps et ainsi mesurer leur poids. Genre avec ces anciennes balances, je pense que ça s'appelait les balances fléau là, machin. Non, ça vous dit quelque chose? Hum, Là, quand tu mettais une pomme et ce petit un morceau de plomb, tu voyais que ça s'équilibrait. Ok, du coup, les deux doivent avoir le même poids. Et je pense, tout comme l'analogie, c'est que tout comme le poids exprime, le poids, en fait, il exprime la masse d'un corps, pas la valeur d'échange, elle exprime la valeur d'une marchandise. Ou pour le dire inversement, la valeur se manifeste en tant que valeur d'échange. Ok, mais du coup, c'est quoi ce qui détermine du coup cette masse d'un corps ou bien la valeur d'une marchandise, justement? Et vu que pour les deux questions, l'œil et le sens commun n'avaient pas suffi, il fallait de la science, il fallait trouver des lois qui expliquent ces apparences. Et en physique, c'était Newton qui a découvert la loi permettant de déterminer les masses à travers la force de la gravité. Et en économie, ce qui nous intéresse là aujourd'hui et où je suis un peu plus à l'aise, c'était Smith, Ricardo et Marx qui ont développé la loi qui permet à déterminer la valeur, notamment la loi de la valeur. Et cette loi, chez Marx, dans sa forme aboutie, elle dit que la valeur d'une marchandise est déterminée par, attention, le temps de travail socialement nécessaire à sa production en moyenne. Et j'aimerais passer à travers ces trois éléments l'un après l'autre. Donc d'abord le travail, après pourquoi socialement nécessaire et après pourquoi en moyenne. Donc commençons par le travail et buvons un peu d'eau. On- Le travail, c'est la source de la valeur. C'est la seule chose qui est contenue dans toutes les marchandises. On- Pas toutes les marchandises se font souder comme le métal d'un vélo ou coiffer comme une coupe de cheveux, mais dans toute marchandise, il y a de l'application de muscles et de cerveau. Du coup, on parle de travail humain abstrait. Et dans un vélo, il y a en moyenne 20 fois plus d'applications de travail humain abstrait que dans une coupe de cheveux, raison pour laquelle un vélo a en moyenne, je dirais, selon mes calculs ou observations, 20 fois plus de valeur en moyenne qu'une coupe de cheveux. Et après, la question, est-ce que le travail, c'est vraiment la seule source de la valeur? Et oui, la réponse est oui, en combinaison avec quelque chose d'autre, notamment la nature. La nature, elle met à disposition les matières premières, par exemple le fer, que les hommes après transforment, par exemple en acier, et de là en des voitures, ou bien en des couteaux pour après couper des cheveux. Et un économiste anglais classique avait dit ça très joliment. Il avait dit, le travail, c'est le père de la valeur et la terre, c'est la mère de la valeur. Et la question qui suit, c'est, mais il en est quoi des outils et des machines? Les machines jouent aussi un rôle dans la production, n'est-ce pas? Et oui, c'est tout à fait vrai, mais les machines ne créent pas de la nouvelle valeur.
elles ont elles-mêmes été faites par du travail humain. Elles contiennent donc de la valeur. Et ce qu'elles font, c'est transmettre cette valeur à chaque nouvelle marchandise produite. Ok, jusqu'à ici, c'est aussi les économistes bourgeois classiques qui ont compris tout ça, qui ont développé tout ça. Et Marx se base en fait sur eux et approfondit. Parce que Marx, il dit, ce qui est échangé de première vue, c'est ces différents produits de travail. Il semble que ce sont des choses qui sont échangées sur le marché. Mais ce que Marx, il a découvert, c'est que derrière ces choses se trouvent des relations, des rapports sociaux. Et ça, il l'explique de manière super tangible. Il dit que les produits de travail ne s'apportent pas eux-mêmes au marché, mais par les producteurs. Et plus ces producteurs produisent pour le marché, plus ils entrent dans des rapports sociaux avec tous les autres. D'un côté, ils entrent en concurrence avec tous ceux qui produisent la même marchandise et vendent sur le même marché, mais aussi en dépendance avec tous ceux qui produisent des marchandises que toi-même tu produis pas, mais desquelles tu as besoin toi-même pour produire. Donc, il y a une relation sociale entre tous les producteurs qui se développent et cela se passe sans que les individus, les producteurs individuels le sachent. Marx, il dit, ça se passe derrière leur dos. Et c'est dans cette relation sociale qu'une société donnée a une certaine capacité de produire. Et la valeur d'une marchandise, c'est rien d'autre que la part de cette capacité sociale qui est nécessaire à la production de cette marchandise en l'occurrence. Donc, chez Marx, la valeur n'est pas quelque chose de absolu, mais de relatif, en relation avec la capacité de production d'une société donnée. Et cette capacité ou cette force de production, elle change selon le temps et selon les sociétés. C'est pour ça aussi que la valeur, elle évolue. J'ai checké genre le tout premier ordi qui a été vendu au public, disons, c'était en 1946 et il avait 400 fois plus de valeur qu'un ordi standard que tu peux acheter aujourd'hui, parce que la société actuelle, elle peut produire ses ordis 400 fois plus efficacement qu'il y a 70, 80 ans. Ouais, comme ça. Ok, voilà. Le dernier élément, le troisième, c'est pourquoi on parle de travail nécessaire en moyenne. Pourquoi en moyenne? Et pour juste prendre un exemple tout simple, euh, maintenant ça fait 2 semaines, mais j'étais chez le coiffeur et le coiffeur il a pris un peu plus de temps que d'habitude, genre 1 heure au lieu de 30 minutes. Mais après le coiffeur, il pouvait pas me dire désolé mec, il m'a fallu le double, c'est pour ça que je veux le double prix. Pourquoi il pouvait pas faire ça? Parce que bah ce coiffeur malheureusement il est en compétition avec tous ces autres coiffeurs sur un marché donné et donc il doit en fait concurrencier justement avec tous ceux et donc avec la moyenne de temps de travail nécessaire sur ce marché. C'est pas lui qui peut déterminer la valeur, mais les rapports sociaux donnés et du coup la moyenne, c'est ça la barre de mesure où il doit concurrencier. Donc en l'occurrence, mon cher coiffeur, il pouvait pas échanger sa deuxième demi-heure de travail. Il a reçu rien en contrepartie. Il a travaillé gratuitement. Désolé pour lui, c'est le capitalisme. Ouais. Mais pour résumer, dans le capitalisme, les marchandises sont échangées en moyenne à leur valeur. Donc, en moyenne, il y a les mêmes quantités de travail socialement nécessaires qui sont échangées. Et c'est ça, justement, cette loi de la valeur qui est fondamentale parce qu'elle règle l'échange des unités fondamentales du système. Je vais continuer avec l'argent. Jusqu'à maintenant, j'ai évité de parler de l'argent, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, tu ne peux pas éviter l'argent. Aujourd'hui, tu ne vas pas avec 50 vélos chez le vendeur de voitures, comme à l'époque sur les marchés de bétail, qui existent d'ailleurs encore dans quelques parties de la Suisse. Non, mais dans les sociétés civilisées, tout est échangé en argent. Et ok, et sur l'argent, il y a beaucoup de mystification. Mais le plus important qu'il faut savoir sur l'argent, c'est que l'argent n'est pas tombé de manière aléatoire au bout d'un moment de l'extérieur dans la production marchande. Mais au contraire, Marx, il dit, l'argent, c'est rien d'autre que la conclusion logique de la production marchande elle-même. Il faut dire plus ou plus quand tu fais cette...
Plus, c'est ça. Merci beaucoup. J'apprends le français encore, c'est top. Plus tout est comparé et échangé sur les marchés, plus une marchandise spécifique s'impose, notamment une marchandise à laquelle tu peux comparer et une marchandise à laquelle tu peux comparer toutes les autres et avec laquelle tu peux échanger toutes les autres marchandises. Et ça, c'est la marchandise argent. Et une fois que tout commence à être échangé contre de l'argent, il y a les prix qui apparaissent. Genre, aujourd'hui, tu vas pas avoir un tableau avec 50 vélos contre une voiture, mais tu vas avoir des prix. Un vélo coûte 1000 balles, une voiture 50 000, par exemple. Et le prix, c'est rien d'autre que la forme d'argent de la valeur d'échange. Prochaine question qui émerge, mais le prix, est-ce qu'il correspond du coup à la valeur? Et la réponse, c'est d'abord non. Le prix, il fluctue toujours au-dessus ou en dessous de la valeur selon l'offre et la demande. Par exemple, pour rester avec les voitures, ces dernières années, les chaînes de livraison des parties de voitures ont été perturbées pour différentes raisons. Du coup, l'offre de ces parties a baissé. Du coup, le prix des voitures, des nouvelles voitures, a augmenté, en tout cas en Europe. Mais justement, là, ce qui a augmenté, c'est le prix et pas la valeur des voitures. Il n'y a pas plus de travail qui est socialement nécessaire à cause des problèmes de livraison, ou autrement dit, la pénurie des parties de voitures ne donne pas plus de valeur à la voiture. On peut ici de nouveau reprendre cette analogie de la physique. Selon le positionnement d'un corps dans l'espace, le poids du corps, il varie. Par exemple, sur la Lune, le même objet, il a 6 fois moins de poids que sur la Terre, mais la masse de ce corps, elle n'a pas changé. Genre, c'est la même masse, la même matière, on l'a juste déplacée. Et c'est similaire avec les marchandises. Le positionnement sur tel ou tel marché change le prix, mais pas la valeur de la marchandise. Et c'est parce que la valeur, elle ne change pas, que les prix doivent, en moyenne, sur la durée, fluctuer autour de la valeur. Oui. Pour résumer, le prix, donc la forme d'argent de la valeur d'échange, fluctue en moyenne autour de la valeur des marchandises. OK. Et qui parle d'argent doit forcément parler des banques, parce que fait d'une banque une banque? Bah, une banque fait du commerce avec la marchandise argent. Et ici aussi, déjà avant le capitalisme, il y avait des banques, mais avec la production marchande, les banques prennent une position de plus en plus centrale dans le système. Et principalement par la fonction de l'émission des crédits. Marx, il dit que le crédit, c'est le lubrifiant de la circulation. Le crédit, il fait rien d'autre que de permettre d'acheter des marchandises avant de posséder la valeur réelle pour payer. Et historiquement, le crédit a joué un rôle très progressif. Notamment, il a permis de faire des investissements énormes dans la production qui n'auraient pas été possibles sinon, de la production à plus grande échelle, l'achat des machines, mais des usines, mais aussi de l'infrastructure, par exemple les chemins de fer. Donc, l'essor des banques, historiquement, est allé de pair avec l'essor des capitalistes industriels. On est donc arrivé au capitaliste. Et là aussi, la question, que fait d'un capitaliste un capitaliste? Et la définition, c'est qu'un capitaliste, c'est quelqu'un qui possède les moyens de production, donc machines, usines, technologies, etc. Et il en possède assez pour pouvoir vivre de l'application de ces moyens sans devoir travailler lui-même. Et là, je trouve la question qui se pose, c'est pourquoi en fait un capitaliste laisse-t-il produire des marchandises? Parce qu'on a déjà entendu, il ne le fait pas pour être utile socialement. La valeur d'usage, c'est seulement un moyen pour l'échange, pour le capitaliste, non? Mais la question qui suit, c'est mais pourquoi en fait produire pour l'échange? Pourquoi laisse-t-il produire des marchandises? Parce qu'il faut quand même acheter des matières premières, des machines, de la force de travail, faire travailler les ouvriers, faire encore du marketing et tout ça, et après vendre le produit. Pourquoi toute cette opération? Et là, la réponse est que cette opération, elle fait sens ou elle vaut la peine pour le capitaliste sous une seule condition, notamment s'il y a plus d'argent qui ressort à la fin que ce qui a été investi au début. Plus d'argent qui ressort, on est arrivé à la plus-value, la source du profit, qui est l'unique objectif du capitaliste. Et ce qu'on voit du coup, c'est
À travers le développement de la production marchande elle-même, il y a l'argent qui se transforme d'un moyen pour échanger en l'objectif de l'opération elle-même. Faire de l'argent plus d'argent, c'est le motif de production dans le capitalisme. Ça marche, c'est parfait. Ok, mais comment ça marche? Faire de l'argent plus d'argent. Et ceux qui ont fait bien attention jusqu'à maintenant devraient froncer les sourcils. Il n'y a personne qui fait, donc personne n'a fait. Non, mais on a vu avec la loi de la valeur que euh, en moyenne, bah, les marchandises sont échangées à leur valeur, quoi. Mais du coup, comment c'est possible qu'il y ait plus de valeur qui est créée? D'où vient la plus-value? C'est ça vraiment la question cruciale pour développer le secret du capitalisme. Et là, je pense, il faut voir quelle est l'idée dominante dans la gauche réformiste par rapport à cette question. Et moi, je dirais que aujourd'hui encore, l'idée dominante dans la gauche réformiste, c'est que la plus-value vient de l'arnaque. Pour le Parti socialiste, par exemple, le problème, c'est souvent les gains excessifs. Par exemple, des pharma ou des entreprises d'électricité. Du coup, cette idée que les profits viendraient du fait que les capitalistes vendent trop cher, ou ce que les syndicats dénoncent souvent comme problème, c'est les salaires de misère. Du coup, les profits viendraient du fait que les capitalistes payent pas assez de salaire, en l'occurrence. Est-ce que ces idées ont en commun? C'est elles voient les échanges injustes comme problème de base. Les capitalistes trichent, c'est pour ça qu'ils font du profit, ou plutôt trop de profit, ils diraient probablement, plutôt les réformistes. Mais si tu y réfléchis une fois, sur base justement de la théorie de la valeur, tu remarques que le profit, il peut pas provenir de l'échange. Ce qui est vrai, on l'a vu avant, le prix, il vacille autour de la valeur, non? Donc c'est vrai qu'un monopole, sous certaines conditions, il peut demander des prix qui sont plus élevés que la valeur de la marchandise. Et c'est aussi vrai que souvent, s'ils peuvent, les capitalistes essayent de payer des salaires de misère qui suffisent pas pour vivre. Et ils font tout ça, les capitalistes, pour essayer de faire un surprofit, je crois que ça s'appelle en français. Mais le truc, c'est dans le capitalisme, tout le monde dépend de tout le monde en tant que à la fois vendeur et acheteur. Du coup, ce qui est gagné du côté de la vente en vendant au-dessus de la valeur doit être perdu du côté de l'achat et vice-versa. Si par exemple l'entreprise Alpic, pour les non-suisses, c'est un des monopoles d'électricité, je pense qu'il domine un peu la Romandie, mais si cette entreprise vend de l'électricité au-dessus de la valeur et fait un surprofit, bah, ceci réduit directement le profit de tous les capitalistes qui ont besoin de cette électricité, qui doivent acheter cette électricité pour leur production. Et si des surprofits peuvent être faits dans un secteur, le capital, il y va, il y est investi. Ainsi, l'offre, il augmente, ce qui pousse les prix de nouveau vers le bas. Ou bien si la demande de main-d'œuvre augmente dans un secteur qui est très profitable parce qu'il y a des salaires de merde, il y a justement la demande de main-d'œuvre qui augmente, ce qui pousse les prix, donc les salaires ici en l'occurrence en haut. Le point que je veux faire, c'est que dans une économie complètement interdépendante, ce que le capitalisme il est, la triche est un jeu à somme nulle sur l'ensemble de l'économie sur la durée. Temporairement, la triche peut augmenter le profit dans un secteur donné, mais à moyen terme, c'est pas de là que peut provenir la plus-value. Car, et c'est ça qui est crucial, la valeur n'est pas créée dans l'échange, mais dans la production. C'est là où la plus-value doit être créée, c'est là où on doit regarder, dans la production. Mais qu'est-ce qu'on a dans la production? On a des machines, on a des matières brutes et on a des salariés. Et on a vu, les machines font rien d'autre que transférer la valeur et les matières brutes doivent être travaillées, non? Donc ce qui reste, c'est les travailleurs qui travaillent les matières brutes en utilisant des machines. Et là, de nouveau, d'abord la question, qu'est-ce qui fait d'un travailleur un travailleur? Et la définition, c'est qu'un travailleur ne possède pas les moyens de production et il est du coup obligé de travailler pour un capitaliste afin d'obtenir un salaire pour vivre. Salarié, lohnabhängig en allemand, c'est très joli. Il dépend d'un salaire. La question, mais la question qui émerge, mais ce salaire, est-ce que ce salaire, il correspond pas au travail effectué? Parce qu'il paraît que oui.
Il paraît que oui aussi parce qu'on le dit toujours, non, tu es rémunéré pour ton travail. Et du coup, il paraît que le travailleur, il est en fait pas exploité, mais seulement peut-être payé de manière injuste. Mais, et on commence à creuser, ce que le travailleur vend au capitaliste, c'est pas son travail, c'est sa capacité de travailler pour une certaine durée. Et comme toute chose, aussi cette capacité de travailler dans le capitalisme prend la forme de marchandise, et c'est la marchandise force de travail. Et cette marchandise, c'est là où le secret de la plus-value se trouve, dans cette marchandise spéciale. Qu'est-ce que la marchandise force de travail? Bah, d'un côté, au niveau de la valeur d'échange, la valeur de cette marchandise, elle est déterminée comme pour toute autre marchandise. C'est le travail socialement nécessaire à sa production. Donc, en l'occurrence, pour produire la capacité d'aller travailler d'un ouvrier, de sa famille et de la prochaine génération, cela contient la formation, la nourriture, le logement, les vêtements, un peu de distraction, Netflix, des clopes, etc. Ouais, et ce que ça contient, ça varie selon les époques et selon les sociétés. Donc, il y a aussi un facteur social et culturel qui joue un rôle. Hum, et le salaire, c'est rien d'autre que le prix de la marchandise force de travail. Et ici aussi, comme pour toute marchandise, le prix, en moyenne, il doit fluctuer autour de la valeur. Le prix, en moyenne, il doit correspondre à la valeur. Donc, la plus-value, elle ne peut pas provenir des salaires trop bas. Mais d'où vient la plus-value alors? La plus-value, et c'est l'autre côté, c'est la valeur d'usage de cette marchandise force de travail. La plus-value vient de l'utilisation de cette marchandise par le capitaliste. Parce que cette marchandise a une utilité magnifique pour le capitaliste. C'est la seule marchandise qui lui permet de créer plus de valeur qu'elle contient elle-même. Comment cela se passe? Cela se passe, bah, le capitaliste, il achète cette marchandise, cette capacité de travailler pour une certaine durée. C'est réglé dans le contrat de travail. On en a tous signé un, j'imagine. Mais disons 8 heures par jour, il faut travailler. Après, ce qui se passe, par exemple, c'est que après 4 heures, la valeur de la force de travail, elle a été reproduite. Mais après 4 heures, journée de travail normale, tu vas pas pouvoir dire, tchuss, je me casse, j'ai reproduit la valeur de ma force de travail. Non, tu es par contrat obligé de rester au boulot et tu vas du coup continuer à appliquer ta capacité de travailler. Tu vas donc travailler et tu vas donc créer de la valeur. Et dans cet exemple, ces 4 heures non payées, c'est ça la plus-value. C'est d'ici que vient le profit. C'est comme ça que fonctionne l'exploitation capitaliste, non pas à travers de la triche, mais tout à fait légalement, en achetant la force de travail et en essayant d'en tirer un maximum. Donc l'exploitation capitaliste, c'est ni quelque chose d'illégal, ni quelque chose d'extraordinaire, ça a lieu tout le temps, partout où il y a du travail salarié. Mm. Actuellement, par exemple, en Suisse, il y a les capitalistes dans la construction, dans le secteur de construction, qui poussent pour que les maçons bossent plus longtemps et de manière plus intense. Il y a des attaques de la part des capitalistes dans la construction. Mais si les capitalistes de construction font ça, c'est pas injuste, c'est tout à fait leur droit de faire ça. Eux, ils achètent la marchandise force de travail et ensuite ils peuvent en disposer. Et parce qu'ils en tirent beaucoup d'utilité de l'usage de cette marchandise, du profit, ils veulent en faire sortir un maximum. C'est comme pour ceux qui kiffent la mayonnaise, c'est comme un tube de mayonnaise. Si tu aimes bien la mayonnaise, tu vas vraiment genre écraser ce tube de mayonnaise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dedans. Et un bon capitaliste, il doit aimer la plus-value, le profit, sinon c'est pas un bon capitaliste. Du coup, il va exploiter au maximum le salarié. Donc, si les capitalistes attaquent les salariés, ils font rien d'autre que essayer d'imposer leur intérêt de classe en tant que capitalistes, qui est de maximiser le profit. Inversement, si les maçons demandent, et ils le font actuellement, plus de salaire et plus de pauses, etc., ils font rien d'autre que d'essayer d'imposer leurs droits en tant que vendeurs de la marchandise force de travail. Ils essaient d'imposer leur intérêt de classe. Et cette tentative d'imposer son intérêt de classe, bah, c'est en fin de compte la lutte de classe. La lutte de classe, en dernière instance, c'est la lutte pour la plus-value dans la société. Et en fait, cette lutte de classe,
j'ai réfléchi l'autre jour, j'étais en train de penser au gymnase là avec la biologie et ses cellules cancéreuses et tout ça. Et j'ai aussi pensé à un jeu qu'on jouait à l'époque dans les leçons de sport, qui est le tir à la corde. Je sais pas si vous connaissez ça, si vous avez aussi. En gros, tu as comme deux équipes qui sont comme au pôle opposé de la corde. Et vous voyez, les deux équipes ont l'intérêt opposé. L'une équipe, elle veut aller dans cette direction et l'autre carrément 180 degrés dans cette direction. Euh, et c'est quoi les règles du jeu? Les deux équipes ont le droit de tirer, voilà. Ok. Et donc, lutte classe comme tir à la corde. Et je pense là, pour nous démarquer des réformistes, de la conception réformiste, je pense qu'il y a 3 points qui nous distinguent fondamentalement des réformistes dans notre évaluation de ce tir à corde. Euh, le premier point, c'est que on comprend que l'équipe classe ouvrière dans ce jeu, elle a le pouvoir de tirer toute la corde de son côté. Ce ne sont pas quelques francs de profit qui sont volés dans le capitalisme. Chaque franc ou euro est volé à la classe ouvrière, car la classe ouvrière, elle ne crée pas seulement quelques fibres, mais elle a créé toute la corde, toute la richesse sociale. Et c'est pour ça que dans ce jeu, elle est objectivement dans une position supérieure aux capitalistes. Les capitalistes ont besoin des salariés, c'est seulement eux qui créent la valeur, mais les salariés n'ont pas besoin des capitalistes. Le deuxième point, c'est pour pouvoir profiter de cet avantage, la classe ouvrière doit s'imposer contre la bourgeoisie. Le tir à la corde, il est excellent parce que seulement une équipe peut gagner. Les deux en même temps, c'est impossible. Si l'équipe A arrive à, je dois toujours réfléchir, à reculer du coup, l'autre avance, ce qui est pas bien dans ce jeu. Mais vous voyez, genre, soit c'est l'équipe A qui s'impose, soit c'est l'équipe B. Et c'est la même chose dans la société capitaliste, dans la lutte de classe. Soit il y a plus de temps libre pour les salariés, soit il y a plus de travail non payé, donc de profit pour les capitalistes. Soit plus de profit, soit plus de salaire. Les deux, ça va pas ensemble. Soit la classe ouvrière gagne au détriment de la bourgeoisie, soit c'est l'inverse. Les deux, c'est pas possible. Et le troisième point, je dirais, qui nous distingue, c'est que on comprend que cette lutte, du point de vue de la classe ouvrière, doit viser à enlever la corde à la bourgeoisie. Parce que dans ce jeu, si tu as déjà pas mal tiré la corde, mais tu n'as pas encore tout à fait fini, l'autre équipe, elle peut toujours essayer de rechoper un bout et le jeu, il continue. Et c'est pour ça qu'on dit que la classe ouvrière doit vraiment arracher la corde à la bourgeoisie, prendre possession de la corde et dire, bah, le jeu, il est terminé. Et le point derrière ça, c'est que tu peux seulement contrôler ce que tu possèdes. Il faut exproprier les capitalistes, enlever la corde, genre toute la boulangerie, toutes les grandes entreprises, les banques, et planifier l'économie selon les besoins. Seulement à partir de là, une bonne vie deviendra possible. Oui, c'est pas encore fini. Mm. Maintenant, je pense, un réformiste de gauche très honnête demanderait maintenant, mais est-ce que l'expropriation, c'est vraiment la seule issue? Parce qu'il va dire, mais ces capitalistes, ils possèdent autant de richesses. Est-ce qu'ils peuvent pas juste donner un tout petit peu de leur richesse? Et je pense que c'est une question qui est vraiment compréhensible. Je veux dire, les 80 personnes les plus riches sur cette planète possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. C'est absurde. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans l'histoire de l'humanité. Et on doit le dire très clairement, les communistes, on est pour chaque mesure qui enlève de la richesse aux capitalistes et la rend à la classe ouvrière, ou qui empêche que la classe dirigeante en accumule encore plus. Par exemple, on soutient l'initiative de taxer l'héritage des milliardaires proposée par la jeunesse socialiste actuellement, où on est pour plafonner les loyers, comme le propose Mamdani à New York. Mais c'est une réalité que les capitalistes ne donnent rien volontairement, surtout pas aujourd'hui. Au contraire, ils attaquent, ils sabotent toutes ces tentatives, même si les tentatives sont super modestes. Par exemple, à New York, face à cette proposition de Mamdani, les propriétaires immobiliers font rien d'autre que de menacer de plus jamais rénover les bâtiments, ce qu'ils font déjà pas. Mais bref, ils essaient de saboter, de vraiment menacer. Pour cette initiative de la jeunesse socialiste, tu as des capitalistes comme Spuler, des énormes capitalistes qui vont à la télé, qui insultent la présidente de la jeunesse socialiste et qui menacent de se casser à Dubaï avec toute leur richesse si cette initiative elle est acceptée. Et ce que les communistes, nous, on ferait dans une telle situation, on dirait merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette
moi je viens du football, pour cette passe en profondeur. Merci beaucoup pour cette passe en profondeur. Et on irait marquer le goal. On dirait, merci beaucoup. Ceux qui sabotent même les projets les plus modérés pour améliorer les conditions de vie, alors qu'ils pourraient le faire, bah, ils devraient plus avoir le droit de contrôler l'économie. Tous ceux qui ont menacé de se casser à Dubaï, il faut les exproprier. C'est ça on irait un pas plus loin, non? On tirerait la conclusion logique du point de vue de notre équipe. Mais ce que les réformistes finissent toujours par faire, au contraire à nous, c'est de reculer. Ils vont au final, de nouveau le foot, ben, ils font rien d'autre que de se tourner et d'aller dribbler dans le camp de l'adversaire, de l'ennemi. Par exemple, la jeunesse socialiste, la présidente, elle a dit après, oh, si vous aimez vraiment pas notre projet, vous pouvez par exemple aussi prendre des crédits pour après payer cet impôt. Ou bien peut-être vous pourrez juste investir un peu plus dans l'énergie verte, ce serait déjà pas mal. Reculer, reculer au lieu d'aller plus loin. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est pas un hasard que les réformistes finissent toujours par reculer tôt ou tard. Ça provient d'une fausse compréhension de l'accumulation capitaliste. Ils sont convaincus que l'accumulation dans le capitalisme, c'est une affaire morale. Cette idée que les capitalistes accumulent parce qu'il est avare, parce qu'il veut toujours avoir plus. Et vu que la morale, c'est le problème, ils essaient de convaincre les capitalistes d'une meilleure morale abstraite. euh, et vu que ça marche jamais, ils finissent toujours par reculer. Et la raison pour laquelle ça ne marche jamais, c'est que la morale n'est pas la cause de l'accumulation. Les capitalistes n'accumulent pas parce qu'ils sont avares. Non, au contraire, ils doivent accumuler et pour cela être avares afin de survivre. Car produire pour le marché signifie être en concurrence avec d'autres capitalistes. Non? Et la barre de mesure, c'est le prix du marché, qui est en moyenne déterminé par le travail socialement nécessaire. Non? Et en tant que capitaliste, sur un tel marché, tu as exactement deux choix et pas un troisième. Soit tu réussis à produire moins cher que ta concurrence, alors tu peux survivre sur le marché et faire un profit. Soit tu ne réussis pas et tu pourras pas vendre tes marchandises de manière profitable et tu vas périr en tant que capitaliste. Ouais. Et comment un capitaliste fait pour produire moins cher que ses concurrents en ayant besoin, historiquement parlant, de moins de temps de travail pour la production des marchandises que ses compétiteurs? En d'autres mots, en rendant sa production plus efficace. Et comment ils ont fait ça historiquement? En réinvestissant le profit dans des nouvelles machines, technologies, procédures, etc. Ceci permet aux capitalistes de produire la même marchandise en moins de temps nécessaire en moyenne. Et cette course, elle continuera tant que le capitalisme, c'est-à-dire la concurrence, existe. Donc le capitaliste, il doit continuellement investir en fait plus de profits pour faire des plus grands investissements. Et ce que le capitaliste, en fait, il utilise pour sa propre consommation, c'est énorme pour nous, les salariés, mais c'est relativement peu par rapport à ce qu'il réinvestit dans l'économie. C'est la concurrence qui le force à réinvestir la plus grande part du profit. Et aujourd'hui, on l'a entendu ce matin, il y a presque plus, il y a les investissements dans la production réelle qui stagnent. Donc, il y a l'argent, il est surtout investi dans la spéculation, mais cela ne change rien au mécanisme principal, que l'accumulation dans le capitalisme n'est pas un choix, mais une nécessité. Celui qui accumule plus s'impose. Cela vaut également pour les banques, pour le capital financier, pour les spéculateurs. Marx compare le capital à un vampire. Un vampire, il doit sucer du sang pour survivre, et ça va de même pour le capitaliste. Il doit sucer de la plus-value. C'est la raison d'être du capital. Et tout comme tu peux pas demander au vampire d'arrêter de sucer du sang, tu peux pas demander au capitaliste d'arrêter de sucer de la plus-value. Le capital, c'est de l'argent qui doit tout le temps s'accumuler à cause de la compétition capitaliste elle-même, à cause des contradictions internes du système lui-même. Ok. Et maintenant, le capitalisme, il n'est pas seulement basé sur des contradictions internes, il en a aussi développé toute une série d'autres contradictions. Et je veux en aborder trois qui me semblent fondamentales aujourd'hui et je vais ainsi venir vers la fin. Et la première contradiction, c'est l'automatisation sous le capitalisme. On doit constater, le capitalisme a automatisé, rendu plus efficace la production comme aucun système auparavant. Non pas parce que c'est l'objectif de la production, mais comme effet secondaire. On l'a vu, les capitalistes sont obligés de continuellement réinvestir.
afin de survivre dans la concurrence. Et pour cela, historiquement, ils ont massivement développé les forces productives. Et maintenant, du point de vue de l'humanité, ce sont des excellentes nouvelles. Il faudrait aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de travail humain pour produire la même richesse. Mais du point de vue du capitaliste, c'est une menace existentielle, car le capitaliste individuel, il doit continuellement extraire plus de profit afin de réinvestir, afin de survivre. Mais avec chaque machine qui remplace des salariés, il a moins de force de travail à exploiter. Et la force de travail, on l'a vu, c'est l'unique source de profit pour le capitaliste. C'est pour ça que l'automatisation sous le capitalisme signifie toujours d'un côté, bah, les salariés se font jeter à la rue, les capitalistes n'en ont plus besoin d'eux. Genre Amazon vient de licencier 10% de son effectif, 30 000 personnes, entre autres justement aussi à cause de l'IA. Mais de l'autre côté, les salariés qui restent dans la production se font écraser, exploiter plus durement. Et cela amène à la situation complètement absurde où tu as à la fois du chômage qui augmente ailleurs et de la surcharge qui augmente ailleurs aussi. Donc tu as à la fois des gens qui périssent sans boulot et d'autres qui doivent en faire deux ou trois pour survivre. Et c'est un problème qu'on va résoudre immédiatement dans le socialisme. Dès qu'on possède et contrôle l'économie, les moyens de production, une des premières mesures qu'on va faire, c'est de répartir le travail nécessaire sur tous pour faire un coup double. On met fin au chômage une fois pour tout et on réduit le temps de travail massivement pour tout le monde. On aura du temps libre au lieu des burn-outs. Et plus généralement, on pourra commencer à utiliser l'énorme potentiel que le capitalisme il a créé lui-même. Ce qui m'amène à la deuxième contradiction, qui est à une échelle encore plus profonde, je dirais, c'est que le capitalisme, il a massivement développé, pardon, socialisé la production, mais l'appropriation, elle reste privée dans le capitalisme. Donc, d'un côté, de la concurrence entre les petits producteurs a résulté, en fait, le contraire, d'énormes monopoles en ont résulté. Et genre, aujourd'hui, peu importe quel secteur économique tu regardes, il y a une poignée de multinationales qui contrôlent les chaînes de production de A à Z, des matières premières jusqu'au produit final, non? Et au sein de chacune de ces entreprises, de ces multinationales, il y a en fait de la planification d'économie. Genre, si on prend la nourriture, Nestlé aujourd'hui planifie de facto la production mondiale de café, des produits laitiers, de l'eau, de la bouffe congelée de A à Z. Et Nestlé embauche pour cela directement 250 000 d'employés et indirectement, on dit 5 millions environ. C'est ça qu'on appelle la socialisation de la production. Et ça amène un énorme potentiel. Aujourd'hui, il y a encore 5% de la population en Europe qui bosse dans l'agriculture. Et en 1800, c'était 80% de la population en Europe. Mais ces 5% aujourd'hui arrivent à produire multiples fois plus que les 80% il y a 225 ans, quoi. Euh, à l'époque, les gens souffraient de faim parce qu'on ne pouvait pas produire assez de nourriture. Et aujourd'hui, on peut en produire assez de nourriture pour nourrir, Josh l'a dit ce matin, 10 milliards de personnes. Et on se rappelle, on est seulement 8 milliards de personnes sur cette planète. Donc, il n'y a rien qui nous empêche, sauf un truc, je vais y venir, mais il n'y a rien qui nous empêche de mettre fin à la faim mondiale, genre demain. Et la seule raison qui nous empêche de le faire, la raison pour laquelle aujourd'hui, parce que de manière, genre, en tout, il y a 1 milliard de personnes qui sont menacées de faim dans le monde. Et la seule raison pourquoi ça perdure, c'est que les monopoles comme Nestlé, vu qu'ils sont possédés par des grands actionnaires privés, des capitalistes, ils ne planifient pas la production pour les besoins, mais pour les profits, pour l'appropriation privée du profit. Et ça signifie qu'ils produisent seulement si c'est profitable. Mais pour que ça soit profitable, il faut qu'ils puissent vendre leurs marchandises sur le marché. Et ça m'amène à la dernière contradiction, à la surproduction. Parce que afin de maximiser sa plus-value, chaque capitaliste exploite maximalement ses travailleurs, non? Mais vu que tous les capitalistes font ça, ils se sapent en fait dans l'ensemble continuellement leur propre marché, leur propre demande, leur propre pouvoir d'achat, qui est en majorité rien d'autre que les salaires de la classe ouvrière, qui sont systémiquement en dessous ou moins élevés que la valeur produite par la classe ouvrière. Donc, dans le capitalisme, il y a tout le temps plus qui est produit que ce qui peut être vendu profitablement. C'est ça la surproduction. Et ça amène, entre autres,
à ce que, en moyenne, un tiers de la bouffe, elle est jetée, et la majorité ne pourrit pas dans nos frigos, comme les Verts nous disent, mais dans les containers des grands capitalistes. Et cette bouffe, elle n'est pas jetée parce qu'elle ne sera pas utile, genre 1 milliard crève de faim, elle est jetée parce qu'elle ne peut pas être vendue profitablement. Et cette surproduction, elle amène pas seulement à du gaspillage, c'est aussi la raison fondamentale des crises dans le capitalisme. Les crises dans le capitalisme, c'est le moment où cette contradiction entre le marché qui est trop petit pour absorber les marchandises, ça éclate. Et là, excellent. Je voulais encore parler de la crise actuelle et il me reste 2 minutes. Non, vas-y. Hmm. Excellent exercice. Expliquer la crise actuelle en 2 minutes. Ah, ok, mais j'essaie de faire super condensé. Peut-être juste les 3 points les plus importants condensés sur la crise actuelle. Je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une crise normale du capitalisme. Là, on ne parle pas d'un petit rhume dans un secteur ou dans un pays temporaire. C'est tout le système qui est chroniquement malade. Il y a de la surproduction généralisée. Et deuxièmement, peut-être tous les symptômes, ce qu'on a abordé ce matin aussi, l'endettement massif, les bulles de spéculation, l'inflation, mais aussi le protectionnisme, c'est à la fois, je l'ai dit, des symptômes de cette crise, mais ils accélèrent à leur tour aussi cette crise chronique. Et troisièmement, si on regarde l'état du système gravement malade et tous ces points chauds qu'on peut nommer, surtout le niveau de l'endettement qui est comme une bombe à retardement qui doit exploser tôt ou tard, on doit juste conclure que devant nous, il y a la période la plus turbulente de l'histoire de l'humanité. Il y a vraiment une tempête parfaite qui se prépare après déjà pas mal d'orages ces dernières années. Une tempête parfaite à la fois économiquement, mais là-dessus, sur cette base aussi socialement. Et je pense que notre tâche la plus importante en tant que communiste dans cette période turbulente, c'est, comme le disait Lénine, expliquer patiemment. Expliquer patiemment pourquoi tout cela a lieu. Qu'est-ce que tous ces symptômes ils expriment? Et on doit expliquer que tous ces symptômes de crise sont l'expression du fait que les rapports de production capitaliste, la propriété privée, la concurrence, qui à l'époque avaient permis un énorme développement des forces productives, se sont transformés en leur contraire. Ils sont devenus un obstacle au développement. Le capitalisme n'arrive plus à faire avancer la société. Il est passé d'un organisme jeune, vivant, à un vieil organisme malade et mourant. Et de cette analyse scientifique découle la seule issue scientifique pour la classe ouvrière. Comme pour citer Engels, il dit que la solution peut consister seulement dans le fait que la nature sociale des forces productives modernes est effectivement reconnue, que donc le mode de production, d'appropriation et d'échange est mis en harmonie avec le caractère social des moyens de production. Autrement dit, il faut briser avec ce vieux cadre privé du système et le remplacer par un nouveau cadre qui correspond au contenu social que le système il a produit lui-même. Et ceci peut seulement se passer par l'abolition de la propriété privée des moyens de production, l'essence du programme communiste, exproprier les propriétaires. Ça, c'est la tâche de la révolution socialiste. C'est à ça qu'on se prépare. Merci. Bah moi, j'aimerais bien parler sur la gauche, euh, parce que ce qu'elle est en train de nous sortir ces derniers temps, c'est il faut lever le plafonnement de la dette pour résoudre nos problèmes. Euh, les attaques d'austérité ne sont en réalité pas nécessaires, il suffirait de s'endetter massivement et on paierait toutes nos dépenses et on se mettrait bien. L'SSP le dit à Fribourg au niveau cantonal, le PS le dit au niveau national, et du coup, quelques réflexions par rapport à ça. Parce que la question qu'on doit donc se poser, c'est quel est ce pouvoir que la dette est censée avoir. Euh, et je pense que tout d'abord, on doit comprendre que sur le marché capitaliste, on se rencontre en tant que possesseur de biens. On possède des biens et on doit commencer par vendre des biens. En tant que travailleur, on vend notre force de travail pour acquérir un équivalent qui est de l'argent. Et c'est avec cet argent qu'on peut retourner sur le marché et aller en acheter. Et ce que la dette, elle permet de faire, c'est en fait d'étirer cette circulation-là, c'est de demander de l'argent en disant hey, prête-moi un peu de thunes, je vais aller m'acheter des trucs et t'inquiète que je vendrai
des marchandises après. Alors le travailleur, il dit prête-moi des thunes, je prends une carte de crédit et j'irai travailler pour rembourser. Le capitaliste, il dit prête-moi des thunes, je vais construire une usine et je vais produire plein de trucs que je vais vendre et je te rembourserai. Mais dans les deux cas, la circulation, elle est, bien qu'elle soit étendue, elle reste en son essence, genre la nature donc de l'argent, ce qu'il est, un équivalent, ne change pas. Historiquement, il y a eu plein de moments où ça fonctionnait très bien. Si on prend l'exemple de Alfred Escher, qui était un grand capitaliste suisse, et bah, lui, il a créé la Crédit Suisse, une banque, il a créé le PFL aussi, et il l'a créé dans quel objectif? Il s'est dit, c'est pour amasser des thunes, pour récolter les fonds nécessaires à la construction des chemins de fer. Et ce qu'il a dit aux capitalistes, c'était passez-moi tous vos thunes parce que tout seul, vous êtes incapable de construire un chemin de fer. Ensemble, bah, on pourra. Il a construit le chemin de fer. Et sur cette base, eh bah, il y a eu un boost massif de l'économie, donc qui se basait sur l'évolution des forces productives, qui a créé réellement de la valeur et qui a pu mener à ce qu'on appelle le remboursement d'une dette. Quelque chose qui aujourd'hui est inimaginable parce que vous voyez le taux de la dette. Euh, et, et du coup, genre, quand on se pose la question genre, de la dette, et de son utilité ou non, on voit qu'on doit donc aller dans le monde de la production et qu'on doit s'intéresser à ce monde-là. Aujourd'hui, les capitalistes ne développent plus les forces productives, ils n'investissent plus réellement dans l'économie, avec ou sans crédit d'ailleurs. La raison pour ça, je dirais, c'est la crise de surproduction. Je n'aurais pas la possibilité d'approfondir ça davantage. Mais, Mais oui, mais du coup, genre, ils investissent ni dans des nouvelles usines qui produisent de manière plus efficace, ils n'investissent pas non plus dans des écoles ou dans tout ce qui a besoin pour reproduire une force de travail qualifiée, etc. Parce que le gros des thunes qui peut être fait, enfin, il n'y a pas non plus une croissance qui permet d'avoir une amélioration de ce genre d'institution. Il n'y a pas de nouvelle EPFL qui débarque comme ça, comme à l'époque. Euh, mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça parce qu'aujourd'hui, on peut juste faire une shit thune en mettant tout son argent, son capital dans la spéculation, euh, en calculant en fait ouais, avec des profits futurs, en se disant genre oui, on va faire confiance que cette entreprise fera des profits. Mais la spéculation, c'est en gros un peu trop de confiance pour un peu trop peu de profit. Et puis c'est ça qu'on voit avec en fait des entreprises qui sont surcotées en ce moment dans la bourse. Euh, et du coup, genre quand on s'endette sans plan de remboursement, eh ben en fait on solutionne pas ces problèmes. C'est quand tu prends une carte de crédit pour payer le crédit de ta première carte de crédit, eh ben tu te mets plus dans la merde qu'avant. Et donc la proposition qui est sérieusement prononcée par les syndicats et l'EPS, etc., qui dit on va résoudre la crise dans laquelle on se trouve, non pas en menant la lutte de classe, non pas en nous attaquant aux capitalistes, mais en faisant des petits tricks financiers, en faisant apparaître de l'argent de nulle part, eh ben en fait c'est un mensonge, c'est une bombe à retardement qu'on va se manger doublement et triplement, regardant la situation en France, etc., etc. Mais je pense aussi que c'est une manière de ne pas devoir adresser la question de la lutte des classes, parce que quand on dit on peut résoudre les problèmes par un nouveau crédit, eh ben on dit il n'y a pas besoin d'aller enlever l'argent aux capitalistes. Et du coup, on voit que c'est pas une mesure révolutionnaire, c'est pas une mesure non plus, pas non plus de transition, si des gens vous auraient dit ça. Euh, Parce que les bourgeois eux-mêmes sont poussés à le faire. En Suisse, ils ne le font pas encore, mais en Allemagne, eh ben, ils disaient aussi qu'ils ne le feraient jamais, et pourtant ils l'ont fait. Non? Et du coup, bah, en Suisse, ça sera la même chose qui nous attend. Tôt ou tard, c'est les bourgeois qui s'occuperont de lever ce frein, et c'est pas une revendication du Parti communiste révolutionnaire. Je me souviens, quand j'ai commencé à lire le manifeste du Parti communiste, puis d'autres textes de Marx, j'ai été très étonné en n'y trouvant pas de grand plan de la société communiste. En fait, Marx passait la plupart de son temps à critiquer le capitalisme plutôt que de défendre le socialisme. En tout cas, c'était mon impression. Mais c'est pas un hasard. Avant et après Marx, on a vu une ribambelle de penseurs qui nous ont proposé de grands projets socialistes,
On a eu Owen, un industriel et socialiste anglais, qui nous disait qu'il fallait organiser des communautés de 1200 personnes en remplaçant l'argent par des bons de travail. Fourier, un industriel et socialiste français, qui criait au scandale et disait qu'il fallait organiser des communautés de 1600 personnes sans argent et que ces communautés, à lui, seraient 4 fois plus productives que celles de Owen. Proudhon voulait établir la valeur réelle contre la valeur d'échange capitaliste. Et je pourrais citer encore d'autres exemples jusqu'à la valeur communiste de Friot ou même, je sais pas, les ZAD modernes, par exemple. Le problème, c'est que toutes ces réflexions sur l'organisation de la société future, tous ces chiffres sortent d'absolument nulle part. Ce sont des utopies construites dans les têtes de ces penseurs et n'ayant absolument aucun ancrage dans l'économie actuelle, aucun plan pour être réalisé. Et Marx, il n'était juste pas intéressé dans ce genre de jeu. Son approche était scientifique et il voyait les débats sur les lois ou les formes d'organisation précises de la société future comme des débats stériles qui menaient juste nulle part. Mais si on dit ça, on peut avoir l'impression que nous, on n'a juste rien à dire sur le socialisme, que c'est pour nous un grand mystère et que on verra bien ce qui arrivera. Et ça, c'est absolument faux aussi. La différence, c'est que nous déduisons dialectiquement les traits essentiels de l'économie socialiste à partir de l'économie capitaliste qui est devant nous. Le capitalisme a socialisé la production à l'échelle mondiale. Ça, c'est juste une tendance historique que nous ne nous amusons pas à nier en inventant de petites utopies locales. Ce que nous disons simplement, c'est que au sein du capitalisme, cette production sociale rentre en contradiction avec une appropriation privée. Et je pourrais continuer sur d'autres contradictions que Dario a mentionnées, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Mais en plus de toutes ces contradictions, nous disons qu'une classe sous le capitalisme a intérêt à cette planification, à la collectivisation de la propriété privée, le prolétariat. Et donc, on n'a pas juste ici une bonne idée dans la tête d'un utopiste, on a là une force matérielle massive qui rentre aujourd'hui en lutte à mort contre la bourgeoisie. Et donc, la tâche des communistes est non seulement d'anticiper la révolution prolétarienne, de l'armer d'un programme vers la prise du pouvoir, mais aussi d'anticiper les tâches économiques essentielles, fondamentales du prolétariat au pouvoir. Et ces tâches, elles sont déjà décrites en réalité même dans le manifeste du Parti communiste, ou plutôt les premières tâches, puisqu'elles découlent de l'économie capitaliste elle-même. Centralisation du crédit entre les mains de l'État prolétarien au moyen d'une banque nationale, abolition de l'héritage, travail pour tous, expropriation de la propriété foncière, etc. etc. Et ça, c'est déjà le chemin vers l'abolition de la propriété privée et des classes, mais ce n'est pas encore le socialisme. La bourgeoisie, elle ne va pas lâcher sa domination économique sans résistance. Et la dictature du prolétariat devra donc, après avoir exproprié les banques et les plus grandes entreprises, avancer vers la réorganisation totale de l'économie, sans quoi la révolution se fera inévitablement écraser. Toute la propriété capitaliste doit tour à tour être nationalisée. Et en fait, même à terme, la petite propriété aussi. Les paysans, les petits commerçants doivent être intégrés volontairement à la planification socialiste de l'économie, sans quoi ils menacent aussi de devenir un pôle où le capital pourra se concentrer à nouveau. Et on a la chance en fait d'avoir déjà vu ces pas dans l'histoire. Les bolcheviks, après la révolution russe, se sont héroïquement engagés sur ce chemin. Les capitalistes ont été expropriés de 1/6 du globe, le chômage a disparu, le temps de travail a été considérablement réduit, les femmes ont été intégrées à la production et à la politique, la planification de l'économie a été mise en place, l'argent a été réglementé consciemment par l'État prolétarien, pas par la force anarchique du marché, etc. etc. Et tout ça, c'est absolument magnifique, ça nous donne déjà un aperçu du potentiel de cette société future, mais il faut encore être clair, même ça, ce n'est pas encore le socialisme. Le socialisme n'est pas non plus l'URSS moins la bureaucratisation. Genre, bien sûr, il faut une démocratie ouvrière si on veut continuer la transformation économique jusqu'au socialisme. Le socialisme, c'est la prise en main de toute la société par les travailleurs, mais c'est aussi une question économique. Le socialisme naît historiquement sur un niveau plus élevé que le capitalisme. Et ça, c'est une question en fait d'ordre international. Tant qu'un État ouvrier restera isolé, les pressions économiques externes continueront de se faire ressentir aussi à l'interne. La nécessité de commerce avec les pays capitalistes, aussi donc la possibilité de blocus, etc. Et là, je pense que c'est aussi lié à une question, celle sur qu'est-ce qu'on fait avec les objets rares. La société capitaliste a permis l'abondance sur tous les plans fondamentaux à l'être humain aujourd'hui, et même bien plus.
même la culture, les théâtres, etc. On peut produire tout ça pour absolument tout le monde. C'est juste moins profitable que d'investir dans l'armée. C'est aussi moins profitable d'investir dans les transports gratuits pour tout le monde que de construire plein de voitures et plein d'autoroutes. Alors déjà, une économie planifiée changerait tout ça. Mais elle ne pourrait pas changer tout ça dans un seul pays, encore une fois. Cette abondance serait seulement possible sur la base des forces productives mondiales dans un plan commun. Sinon, il resterait effectivement ce manque, il resterait aussi du coup la lutte pour la survie, et donc des marchés noirs, des productions privées qui viendraient détruire l'économie planifiée de l'intérieur. Pour véritablement en finir une fois pour toutes avec le capitalisme, la question de la mise en place d'une économie socialiste est liée à la question de la révolution mondiale. Et c'est pour ça qu'on construit notre internationale. C'est pour ça que notre internationale se forme aux tâches de la révolution avant la prise du pouvoir, mais aussi pendant et après. Et on a énormément de matériel là-dessus qui ont été écrits par les bolcheviks, beaucoup de leçons dans les premières années de la révolution, aussi dans la lutte de l'opposition de gauche contre la stalinisation. Ouais, on lutte pour réellement la mise en place d'une société harmonieuse, sans classe, sans argent, pour la libération du potentiel humain, pour le socialisme. Et si j'ai le temps, je peux répondre à une autre question vite. L'autre question, c'est juste celle sur l'industrie des services, où effectivement, il n'y a pas de marchandise qui est produite, qui peut ensuite être échangée. Du coup, est-ce que ça pose un peu un problème pour nous? En réalité, genre non, dans le Capital, dans le volume 2 du Capital, Marx y répond en disant genre oui, effectivement, la production elle-même est valeur d'usage. Genre l'acte de faire un massage, une coiffure, etc. elle-même est produit en fait le retour enfin, produit l'argent qui est issu de la production. Il n'y a pas cet intermédiaire de marchandises, mais il n'y a pas besoin de l'avoir. Je pense que même le camarade qui a posé la question, il a à peu près répondu en la posant. Et voilà. Bon, finalement, je vais répéter quelques éléments par rapport à ce qui vient d'être dit. Dans les années 90, avec la chute de l'URSS, les dirigeants ouvriers virent à droite et les partis communistes, les partis socialistes, les Labour défendent l'économie de marché, un capitalisme à visage humain, un socialisme de marché. Et parmi tous les réformistes de gauche qui émergent à partir des années 2010, il y en a un, c'est Mélenchon, qui parle de planification de l'économie. Et ça, c'était quelque chose qui avait été complètement abandonné par les dirigeants ouvriers des années 90. Il parle de planification écologique. On ne peut pas prendre à la nature plus qu'elle ne peut produire. Et c'est vrai que c'est très bien, en tant que communiste, on est content qu'on ait de nouveau ce débat-là, en fait, dans le mouvement ouvrier sur la question de la planification. Et qu'un dirigeant réformiste reconnaisse que l'anarchie de la production produit un désastre écologique, c'est un pas en avant. Mais comment faire si notre gouvernement ne possède pas les entreprises qu'il veut planifier? Autrement dit, nous, ce qu'on explique, c'est qu'on ne peut pas planifier ce qu'on ne contrôle pas. Mélenchon, il répond simplement en disant que les capitalistes vont être raisonnables. Le problème, c'est que dans son programme, il ne prévoit que la nationalisation des aéroports, des autoroutes et de l'électricité, ce qui est assez peu, puisque ça laisse quand même une grande partie du marché aux capitalistes. Nous, on explique que les capitalistes, la rage au ventre, tireront sur la corde, comme l'a expliqué Dario, avec comme méthode le chantage à l'emploi, le lockout, une pression des banques centrales et des marchés financiers. Ils vont saboter de 1000 manières l'action d'un gouvernement réformiste ou d'un gouvernement des travailleurs. Et on n'est pas dans GTA, dans Grand Theft Auto, désolé pour l'accent anglais, où il suffit d'entrer dans la voiture et de virer la personne comme ça, manu militari. Non, le capitaliste, il va pas lâcher sa Tesla, hein, d'Elon Musk. Et regardez ce qu'il en était au Venezuela. Les travailleurs ont même pris des armes, en fait, et ont occupé leurs usines. Donc, quelles seraient les tâches d'un gouvernement des travailleurs? Je vais répéter un petit peu ce qui a été dit, c'est nationalisation et expropriation des principaux leviers de l'économie dans un premier temps, et notamment les banques, pour justement produire du crédit pour les personnes les plus en difficulté, les petits commerçants et les paysans. Mais aussi constituer une démocratie de conseil, avec une démocratie à tous les niveaux, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les régions,
parce qu'on ne peut pas simplement avoir une démocratie, un contrôle ouvrier à l'échelle d'une entreprise. Ça va pas être aux ouvriers d'un barrage de contrôler l'électricité pour un demi-million de personnes, mais à l'ensemble de la population de contrôler la production d'un barrage, par exemple. Euh, et enfin, enfin, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais lever du secret commercial et des brevets, parce que même si on arrive à diriger l'économie sous le capitalisme, en vérité, les capitalistes passent leur temps à eux-mêmes mentir sur leurs propres résultats financiers. D'ailleurs, ça fait partie des doutes sur Nvidia. Il y a un certain nombre de choses qui sont douteuses en fait dans leur rapport, et il y a un certain nombre d'entreprises du CAC 40, du S&P 500 et de tous ces index boursiers qui sont pointés de temps en temps sur des résultats douteux. Et la levée des brevets, parce que c'est aussi une limitation de la technologie et de la science sous le capitalisme. Et enfin, et c'est un élément, par exemple, je parlais du Venezuela, qui n'a pas été fait, purifier l'État. Et constituer un État ouvrier, c'est-à-dire limoger tout fonctionnaire corrompu et saboteur et le remplacer par un travailleur conscient. C'est ça aussi une des tâches concrètes d'un gouvernement des travailleurs. Et enfin, répondre aux besoins urgents. Et ça répond aussi à la question de la rareté. Si on répond déjà aux besoins urgents, il y aura peut-être moins cette envie d'avoir une voiture de sport. Et même la question de la culture ou du sport, elle a été répondue par les communistes et les bolcheviks avec par exemple le développement de troupes de théâtre qui se baladaient en fait dans la Russie soviétique. Mais plein de choses en fait pourraient être imaginées, mais ça se réglerait surtout de manière démocratique. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout anticiper. Et encore une fois, mais là je vais m'arrêter là-dessus, il faudrait que ce gouvernement des travailleurs, il fasse un appel à l'ensemble de la classe ouvrière européenne et mondiale, puisqu'effectivement, il n'y a pas de révolution socialiste et pas de socialisme dans un seul pays. Voilà. Ok. J'aimerais faire un petit aperçu de la théorie économique jusqu'à Marx. Et en fait, ben, c'est clair qu'aujourd'hui, toute la théorie bourgeoise économique peut être jetée entière à la poubelle, parce que ça n'a pas le but maintenant de décrire comment fonctionne l'économie dans les faits, mais consciemment ou semi-consciemment de justement confondre les gens, les induire en erreur. Pourquoi? Parce que ben, si on comprend comment fonctionne le capitalisme aujourd'hui, on a envie de le renverser. Donc simplement, c'est une falsification consciente. Et du coup, ça peut nous paraître bizarre aujourd'hui quand ben, Marx fait des références explicites à des économistes bourgeois comme David Ricardo ou Adam Smith. Euh, Ils défendent leur système. Pourquoi nous, marxistes, on devrait s'appuyer sur des penseurs qui ont développé une théorie économique en partie pour défendre leur système? Euh, Ben, effectivement, en fait, dans les débuts du capitalisme, la bourgeoisie, elle avait un intérêt objectif à décrire factuellement comment fonctionnait le capitalisme. Parce qu'en fait, ben, il fallait justifier ce système contre le féodalisme, montrer qu'il était beaucoup plus efficient, qu'il était beaucoup plus efficace pour produire beaucoup de marchandises, et que, en fait, au fin de compte, le féodalisme était un système qu'il fallait jeter entièrement à la poubelle aussi. Euh, oui, et ils avaient aussi intérêt, d'un point de vue individuel, à avoir une science de leur système pour savoir comment faire du profit, bêtement. Oui. Et puis donc, vraiment, essentiellement, c'était le caractère progressiste du capitalisme qui faisait qu'il n'avait pas spécialement à se cacher de ce qu'il était. Pas forcément besoin de masquer les rapports de classe qu'il y avait derrière la production. Et dans ce sens-là, Adam Smith, il dit, fin du XVIIIe siècle, dit assez ouvertement que, effectivement, toutes les marchandises qui sont produites, c'est le fruit du travail des ouvriers, et que le capitaliste, il fait que récolter cette valeur, qu'il n'ajoute aucune valeur par son propre travail, comme c'est la théorie aujourd'hui. Il dit oui, effectivement, ouvertement, nous exploitons les travailleurs, nous capitalistes. Le profit vient simplement du fait que on possède, nous, des forces productives, des moyens de production que justement les salariés ne possèdent pas et qui sont obligés par conséquent de vendre ben, leur travail. Il dira pas la force de travail, mais le travail. Et ça a une influence pour après. Et ben, en fait, on peut comprendre ça, parce que justement, d'un certain point de vue, il n'y avait pas une vraie contestation de comment fonctionnait le capitalisme. Il y avait effectivement de l'exploitation, mais
de l'autre côté, cette exploitation créait de la richesse et la théorie du ruissellement était un peu plus acceptable ou défendable qu'aujourd'hui. Euh, et en fait, David Ricardo, j'ai pas le temps de développer à fond, mais il va aller plus loin encore que ce qu'a posé Smith dans son analyse. Il va dire, oui, effectivement, le prix d'une marchandise, elle est déterminée par le temps de travail des travailleurs, mais j'aimerais comprendre d'où vient le profit. Comment ça se fait qu'on arrive, alors que apparemment le travail vaut un certain prix, comment ça se fait qu'on arrive à faire du profit, à vendre la marchandise à un prix où on peut quand même rémunérer moins le salarié que ce qu'il nous a rapporté. Il n'arrive pas à répondre à cette question. Il n'arrive pas à répondre à cette question, mais il pose la question d'une manière qui va justement permettre à Marx d'y répondre. Il dit, ben, en fait, le capitaliste viole la loi de la valeur. Il va simplement rémunérer le travail du salarié moins que sa valeur réelle. Et voilà d'où vient son profit. Une autre explication qu'il a, c'est ben, il y a certains capitalistes ou certains rentiers qui sont en avance technologique sur les autres et qui, pour le même prix, peuvent faire produire un salarié plus que les autres. Et du coup, ben oui, ça se tient, non? Le capitaliste se fait une marge sur l'avance technologique qu'il a. Donc en fait, là, on voit bien que toutes ces explications, elles vont aussi loin que des capitalistes peuvent aller à cette époque. C'est-à-dire, d'un point de vue d'un capitaliste individuel, réfléchir du point de vue de comment un capitaliste fait du profit. Mais Marx, il montre, je pense que Dario en a parlé, du fait que c'est pas généralisable. Ça peut pas être sur une arnaque que repose le profit, puisque ce que des capitalistes, peut-être, réussissent à faire comme profit, ça veut dire des pertes pour d'autres capitalistes. Donc ça ne peut pas être une réponse générale. Et c'est pour ça que Marx, il va analyser le capitalisme du point de vue, non pas seulement du capitaliste individuel, mais dans son ensemble, et qui va résoudre l'énigme avec justement, ben, Dario en a parlé, je ne vais pas beaucoup le développer, mais en montrant que ce que vend le travailleur, c'est pas son travail, justement, sinon ce serait un artisan ou un capitaliste, mais sa force de travail. Et sa force de travail, il peut travailler 20 heures, encore plus, alors que ben, peut-être 5 ou 6 heures sont suffisantes pour rémunérer ce qui est nécessaire à sa propre reproduction. Euh, ouais. Et comment Marx a pu dépasser justement Smith et Ricardo? C'est pas seulement une question du développement des histoires des idées. C'est pas seulement qu'il a pu s'appuyer sur les acquis théoriques de Smith ou de Ricardo, c'est aussi qu'il avait objectivement des nouvelles données à disposition pour résoudre cette énigme. Le capitalisme était beaucoup plus développé au moment où Marx, donc dans les années 1860, développe ses théories que quand Smith ou Ricardo l'avaient fait. C'est-à-dire il y a eu plusieurs décennies entre-temps. Et ben, le caractère des crises du capitalisme est devenu assez clairement comme naturel et pas le fait d'accidents malheureux, etc. L'exploitation était de plus en plus visible. Il y avait ces grandes concentrations d'ouvriers dans les grandes villes anglaises. Voilà. Et ben, en fait, à cette époque, justement, où Marx formule très clairement ses thèses, montre très clairement pourquoi il y a l'exploitation qui existe, bah, il y a un autre truc très problématique qui arrive, c'est que bah, les ouvriers entrent en lutte en tant que classe ouvrière, consciemment. Ils sont en train d'entrer dans la vie politique, en train de s'informer. Mais pourquoi on est exploité? Et ils commencent à vraiment demander leur part, ce qui n'était pas le cas aussi fort sous Smith. Donc Smith pouvait dire oui, effectivement, on vous exploite, c'est pas très grave, enfin, vous pouvez pas espérer mieux. C'était plus le cas. Là, les ouvriers demandent leur part. Donc, très consciemment, la bourgeoisie, elle doit répondre à ça. Elle doit pouvoir effacer les acquis théoriques gagnés depuis Smith, qui expliquent que le capitalisme est de l'exploitation. Le problème, c'est qu'ils doivent du coup effacer des conclusions que Smith a tirées, n'est-ce pas? Le problème, c'est que Smith, bah, c'est une autorité suprême pour la bourgeoisie. Donc ils ont une idée de génie, c'est de dire, bah, en fait, Smith avait pas dit ça. Smith n'avait pas dit que le capitalisme repose sur le travail des, des travailleurs.
en fait, les prix sont pas déterminés par le temps de travail, mais par l'offre et la demande. Donc, c'est une falsification du début à la fin, mais ça s'explique. Ça s'explique simplement pour les raisons que j'ai dit, que c'est la tâche de l'économie en tant que science à ce moment-là. Et va se développer un courant théorique qui est celle de l'utilité marginale que Josh va peut-être développer maintenant, que je développe pas. Mais voilà, peut-être conclusion générale, l'obscurantisme qu'on voit dans la science économique maintenant, il reflète l'obscurantisme en général dont fait preuve la bourgeoisie dans toutes les sciences, parce que simplement, elle n'a pas intérêt à dire la vérité sur son système. C'est juste beaucoup plus évident, beaucoup plus direct dans le cadre de l'économie que dans d'autres domaines de la science. Ouais, chaque automne, il y a le Black Friday et moi, j'essaie d'acheter du matériel pour faire l'escalade. Et maintenant, je regarde les différentes cordes j'aimerais acheter une nouvelle corde. Mais le problème, c'est que chaque fois quand je trouve une corde qui est un peu moins chère que dans les autres magasins en ligne, il y a quelque chose qui manque, non? Soit elle est un peu plus épais et donc plus lourd, et ça, j'aimerais pas, ou elle n'a pas le finish anti-eau que j'aimerais parce que j'aimerais bien pouvoir l'utiliser sur la neige. Mais en fait, ce que ça reflète, c'est la valeur, la théorie de la valeur. Parce que pour une corde qui est plus mince ou qui est mieux imprégnée contre l'eau, il faut investir plus de travail dans la corde pour la faire plus mince ou mieux. Et donc, ça, c'est vraiment, j'essaie beaucoup, j'investis du temps moi-même, mais j'arrive pas à battre la théorie de la valeur concernant les cordes d'escalade parce qu'elle est juste vraie. Et c'est vrai, ça m'énerve, mais je dois admettre, je l'ai testé. Chaque année, je teste, mais elle est toujours vraie. Et ce qui me surprend, c'est que les autres théories économiques, ils ont pas de théorie de la valeur. C'est pas que nous, on a une théorie de la valeur marxiste et les autres, ils ont une autre théorie, mais ils n'ont pas de théorie de la valeur. Et le fait que seulement le travail humain génère de la valeur, c'est pas seulement économiquement très précis et vrai, mais c'est aussi philosophiquement très profond. Parce que nous, on dit ce qui différencie l'humain de l'animal, c'est le travail humain, qui est premièrement toujours une combinaison entre le cerveau et la main. Genre, on peut abstraire, on peut réfléchir sur ce qu'on travaille. Et deuxièmement, c'est un travail collectif. Et parce que l'humain travaille en tant que collectif, l'humain assure ses besoins en collectivité. Et une grande partie de l'économie, c'est juste comment la société divise tout le travail total qu'ils ont, des humains, entre eux. Qui fait combien de quoi? Et dans une petite société de chasseurs et cueilleurs, c'est assez difficile, on est 40, et tout le monde a investir tout son travail humain pour que tout le groupe survive, non? Et sinon, si on n'arrive pas à trouver un certain optimum collectif, on crève tout. Et dans la majorité des sociétés, les humains ont travaillé pour répondre aux besoins de leur collectivité. Et souvent, il y avait dans les sociétés des classes, différents systèmes de force pour faire ça. Mais ce qui change dans le capitalisme, c'est qu'on commence à produire pour le marché, pour les autres, pour échanger ce qu'on produit. Et là, il y a une schizophrénie qui s'introduit, c'est cette double nature de la valeur, parce qu'il y a une valeur usage, qui est parce que les choses sont utiles, et il y a une valeur échange, et les deux semblent être assez indépendants les uns de l'autre. Et ce qui est bizarre avec la valeur échange, c'est qu'elle elle existe, mais elle est très difficile à cerner. Ouais. Et elle apparaît uniquement sur le marché. Tu peux pas être 100% sûr combien ça vaut ce que toi tu as produit jusqu'à ce que tu arrives sur le marché et tu arrives à le vendre. Et donc, ouais. Et une question, c'était et la richesse d'une société dépend pas vraiment de la valeur d'échange. Genre, une société peut devenir plus productive et donc produire plus de choses utiles, mais il n'y a pas plus de valeur
qui soit produit parce que la valeur, c'est une relation sociale, c'est la relation entre la quantité de travail que les différents gens ont investi dans leurs biens qu'ils veulent vendre, mais c'est toujours aussi juste un pourcentage du travail général de la société. Mais ouais, et du coup, c'est pas la valeur, c'est pas et la relation entre la valeur des différents biens, c'est pas arbitraire, mais c'est pas absolu, c'est pas dans le truc dedans, c'est pas dans ouais, c'est pas contenu dans une marchandise non plus, parce que c'est une relation sociale. Et nous, j'ai encore combien de temps? À peu près. Et nous, on nie pas que le prix, c'est pas la même chose que la valeur. Tout le monde qui allait acheter un sandwich à la gare comprend que au début de la gare, chez l'Italien, les sandwichs coûtent le double qu'à la Migros parce qu'il y a un autre placement dans la gare où les gens ont plus faim ou sont plus stressés et du coup, ils sont prêts à payer plus. Mais la valeur de ce sandwich, c'est le même parce que probablement c'était produit dans la même usine par les mêmes gens, mais il y a un qui peut le vendre plus cher que l'autre. Mais ça change rien à la valeur de ce sandwich parce que c'est le temps nécessaire dedans qui détermine la vraie valeur. Et après, il y a des pénuries, il y a des moments de pénurie, il y a les moments où l'offre est moins grand ou plus grand que la demande. Par exemple, une des 4 usines qui restent dans le marché monopolisé de cordes d'escalade et en Madagascar. Du coup, j'ai beaucoup peur que ça va augmenter les prix, le mouvement social. Mais dans le capitalisme, ce qui est bizarre, c'est aussi quand il y a dans un secteur, les prix augmentent parce qu'il y a une pénurie, la société commence, ou les capitalistes commencent à investir plus de capital dans le secteur parce que vu que les prix sont plus hauts, le profit est aussi plus haut. Et donc, ils investissent plus de travail social de la société dans ce secteur. Et ça fait ces absurdités que les capitalistes investissent énormément de travail social dans un secteur super bizarre qui sert à rien, comme maintenant, par exemple, l'intelligence artificielle. Parce que dans le capitalisme, on décide de l'investissement de la force humaine sur des bases très, très abstraites du marché et du hasard, plus ou moins. Ouais. Et donc, moi, j'aimerais sauter, si je vais encore au Cuba, par exemple. On a parlé du Venezuela avant. Au Cuba, le marché était déplacé. Il n'y avait plus les parties centrales de l'économie cubaine. Pour longtemps, était plus le marché. C'était une économie planifiée. Et à un certain point, c'était une économie de transition, ce n'était pas encore le socialisme, mais ils ont pu commencer à investir le travail humain là où eux, ils voulaient, même si ça ne faisait pas de sens selon les critères capitalistes. Genre, ils ont commencé à construire un service de santé, un secteur de santé très, très développé. Ils ont réussi à développer des vaccins anti-Covid quasi aussi vite que les usines, que, je sais pas, le reste du capitalisme ensemble. Parce qu'ils ont décidé à un moment que nous, parce qu'on a fait une révolution, on peut et on veut investir pour le capitalisme absurdement beaucoup de temps humain dans la santé et l'éducation. Et ça fait, mais vu que, et c'était quelque chose que nous, on revendique, c'était énormément progressiste et on défendait ça, mais la théorie de la valeur, tu peux, comme moi avec mes cordes, tu peux pas la dépasser. Et du coup, il y avait comme une sorte de guerre civile à l'intérieur de l'économie cubaine entre la théorie entre la valeur et ce que les gens voulaient faire avec leur temps de travail. Par exemple, à un moment, il fallait amener, je sais pas, une bouteille d'alcool pour que ton médecin te fait un traitement parce que c'était plus lucratif de travailler avec l'alcool ou de travailler dans le tourisme ou dans la prostitution que dans la santé, non? Mais c'est un fléau qui n'est pas à cause du socialisme. En Suisse, en fait, il y a
une maladie maintenant dans le système de santé que des médecins commencent seulement à travailler quand tu les payes en cash. En Suisse, aujourd'hui, il y a ça. Mais ça relève et particulièrement au Cuba, ça relevait de la théorie de la valeur qu'ils commençaient à déplacer à cause de la révolution, à cause de l'économie planifiée. Mais vu que c'est une île entourée du capitalisme, tu peux pas dépasser la théorie de la valeur si tu n'as pas une économie développée, si tu n'as pas l'abondance, si pas les besoins de base sont couverts par ton économie, ce qui n'était pas possible à Cuba parce que c'est une île, et tu peux pas, même si tu arriverais à développer beaucoup une économie à Cuba, la théorie de la valeur, elle s'imposerait de l'extérieur sur ton île à cause du capitalisme mondial. Et du coup, pour vraiment enlever la théorie de la valeur, il faut un socialisme mondial qui arrive à dépasser le manque et une société d'abondance au niveau mondial. Je pense que Dario a très bien expliqué la loi de la valeur et comme l'ont expliqué les camarades, Marx a développé cette loi à partir des travaux des grands économistes qui l'ont précédé. Et j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, cette loi ainsi que la théorie de la valeur travail sont complètement rejetés par les économistes respectables bourgeoises. Au contraire, la théorie dominante de la valeur est celle de l'utilité marginale. L'utilité est essentiellement la valeur d'usage, la satisfaction tirée de la consommation d'un bien. Et la marge correspond à la satisfaction supplémentaire obtenue en consommant une unité supplémentaire de ce produit. Par exemple, l'exemple du sandwich. Si vous mangez un sandwich, puis un autre, vous l'apprécierez de moins en moins chaque fois, à mon expérience. Par conséquent, selon cette théorie, la marge diminue à mesure que la disponibilité du produit en question augmente, ce qui entraîne une baisse des prix. L'essence de cette théorie, bien qu'elle s'habille d'un langage technique, est le rejet de toute loi objective de la valeur. La valeur est confondue avec la valeur d'usage, en premier, qui, comme l'explique Dario, est subjective. Par conséquent, la valeur d'une marchandise est la moyenne entre le degré de désir des consommateurs et sa disponibilité. En d'autres termes, il s'agit simplement du retour de l'ancienne théorie selon laquelle l'offre et la demande déterminent la valeur. La valeur a, en effet, été complètement abolie. Les arguments avancés par les partisans de cette théorie sont également très fallacieux. Par exemple, pour un homme dans le désert, une bouteille d'eau vaut plus que des diamants. Oui, mais le marché n'est pas constitué de personnes vivant dans le désert, quoi. Ou bien, ils utilisent l'exemple d'œuvres d'art inestimables, priceless. Mais celles-ci ne sont pas des marchandises. Elles n'ont pas été produites pour être consommées sur le marché. Ils ne prennent jamais d'exemples tirés de la production réelle de marchandises. Au lieu de cela, ils essaient de trouver des exemples extrêmes pour semer le doute sur l'idée qu'il existe des lois objectives régissant la production et la société. On constate donc qu'il s'agit en réalité d'un recul par rapport à Adam Smith, sans parler de Marx. Mais pourquoi les économies bourgeoises ont-elles attaqué leur propre science? Je pense que le camarade a déjà expliqué très bien pourquoi les bourgeois attaquent leur propre science. Je suis conscient du temps, donc je finirai ici. Merci. Tâche très facile. 10 questions en 10 minutes. Non, mais c'est toujours cool ces questions, donc je me réjouis en fait. Mais d'abord, il y avait deux questions qui vont très bien ensemble, je trouve.
pourquoi est-ce qu'on vend la force de travail en fait? Et la colonisation, est-ce qu'elle était nécessaire pour l'industrialisation? Pourquoi ces deux vont ensemble? Je pense ici, parce que ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le capitalisme, il n'est pas tombé du ciel, non? Et en fait, il y a eu des préconditions historiques euh, qui étaient nécessaires pour que la production marchande puisse se développer. Et ça, c'est en fait, si vous allez acheter ce livre, ce que je vous recommande à faire, et aussi de lire Le Capital. Mais ici, on parle de la partie accumulation primitive du capital, les préconditions qui étaient nécessaires pour que la production marchande puisse se développer, qui étaient des conditions sociales. Genre, ces salariés libres qui ont après pu être exploités dans les usines ne sont pas tombés du ciel. C'était un processus violent qui a eu lieu. Je ne sais pas le mot en français, c'est les enclosures en anglais. Ouais, on dit aussi enclosure. Aussi enclosures. Donc c'est un processus où on a vraiment volé la terre des paysans, on a chassé les paysans de la terre et on les a poussés dans les villes pour être exploités là-bas. Et c'est comme ça en fait que les gens sont devenus obligés à vendre leur force de travail parce que le capitalisme leur a enlevé les petites propriétés qu'ils avaient au début. Ça très grossièrement. Ça c'est l'un côté. Mais après aussi le capital initial, par exemple sur les banques ou le capital initial des industriels, il n'est pas non plus tombé du ciel. Et c'est là où la colonisation a joué un rôle clé. Je pense le camarade qui a soulevé la question, il a raison en disant que la colonisation, c'était une précondition à l'industrialisation et du coup au capitalisme. Genre cet or, on a vu l'or a joué un rôle important dans l'émergence du capitalisme. Il a été volé violemment au peuple en Amérique latine, entre autres. Ou par exemple aussi le coton, ça s'appelle comme ça, le coton, qui était précondition pour l'industrialisation du textile, qui était en fait souvent le premier secteur, et en Grande-Bretagne et aussi en Suisse pour l'industrialisation, il provient d'où? Il provenait par exemple de l'Inde, colonie de la Grande-Bretagne. Donc le camarade, il a full raison. Un autre camarade a parlé de ce capitaliste Escher. Escher, c'est un peu le prototype capitaliste en Suisse. À la gare de Zurich, il y a une grande statue de lui qui a fondé le Crédit Suisse, et, les tunnels, chemins de fer, le camarade a nommé tout ça. Et lui, en fait, son capital initial, ça vient de son papa, c'était 1 million, ce qui était beaucoup à l'époque, et ça provenait du fait que lui, il possédait des plantations d'esclaves, en fait, au Cuba, si je me rappelle bien. Donc, oui. Pour essayer de répondre rapidement à ces deux questions. À mon avis, la question des services, il a essayé de répondre, mais moi, je suis pas sûr. Moi, j'ai compris que le camarade avait demandé si les services, c'est en fait aussi des marchandises. Peu importe si c'était ça la question ou pas, je pense que cette question, elle existe. Il y a un peu cette idée dans la société que la marchandise, ça doit être quelque chose de physique. Et du coup, assurance, conseil ou coupe de cheveux, ça peut pas être une marchandise. Et ça vient, à mon avis, de cette distinction bourgeoise qui utilise la logique formelle de juste regarder superficiellement des différences et après dire il y a bien et il y a service. Mais c'est une distinction très superficielle. Parce que les marchandises, qu'est-ce qui les lie entre elles au fond? C'est ça qui est important au fond. Et au fond, c'est qu'il y a du travail socialement nécessaire dans toutes les marchandises. Et c'est pour ça, par exemple, de l'air, genre on respire de l'air, c'est utile, mais il n'y a pas de travail humain là-dedans. Du coup, c'est pas une marchandise. Mais ouais. Mais de l'autre côté, que ce soit consultation chez le médecin, coiffeur ou assurance, là, il y a du travail humain dedans. Et donc, oui, il y a du. Ouais. Et donc, cette précondition pour que ça soit une marchandise, elle est remplie. Un autre camarade a demandé si la pénibilité, difficulté du travail joue pas un rôle dans la constitution de la valeur. Et là, Marx, il parle. Il y a différentes échelles de complexité du travail humain. Mais après, lui, il dit juste, pour raison de simplicité, on réduit ces différentes échelles à du travail humain simple. Et après, on peut comme multiplier. Mais là, on entre un peu, là, ça devient un peu nerdy, je trouve. C'est juste du travail humain abstrait simple. Ça, c'est l'essence, la substance sociale qu'il y a dans toutes les marchandises. Mais après, l'autre côté de la médaille, c'est comme pas tout où il y a du travail dedans, c'est une marchandise. Par exemple, si je fais juste un trou ici, bon, ici c'est un peu difficile, mais un trou de boue quelque part,
n'est pas une marchandise, peut pas être vendue sur un marché parce que c'est utile à personne. Donc, d'où le côté de l'utilité qui est une précondition. 5 minutes, ok. Bon, je suis dans le temps, ça fait déjà 4 questions. Non, mais qu'est-ce qu'il y avait encore Il y avait la question des trois. Quelles étaient déjà les trois contradictions que j'ai énumérées? Euh, oui, et la première contradiction, j'ai parlé de l'automatisation sous le capitalisme, euh, qui est en fait juste que, en fait, du point de vue de l'humanité, c'est quelque chose de super progressif, qu'on arrive à produire de plus en plus efficacement, mais la contradiction, c'est qu'au sein du capitalisme, c'est un problème pour les capitalistes, et du coup, il y a des nouvelles contradictions qui en suivent. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire du capitalisme, en fait, il y a la composition du capital qui a changé à travers le temps. En réinvestissant les profits dans la production, il y a la part du capital constant, les machines, etc. Cette part a relativement augmenté vis-à-vis du capital variable, donc la force de travail. Plus facilement dit, il y a de moins en moins de travail humain qui est nécessaire pour produire les mêmes marchandises. Et ça, un camarade a demandé ces gains de productivité. Les machines jouent clairement un rôle là-dedans pour ces gains de productivité. Et en réinvestissant dans des machines, un capitaliste peut augmenter à court terme le profit, non? S'il arrive à produire moins cher que ses concurrents. Et du coup, la question, est-ce que ça ne veut pas dire du coup que les machines créent quand même de la valeur? Et je pense là aussi, ça devient un peu compliqué. Mais le mécanisme, c'est que non, là, le camarade, il parle en fait, ou il touche à la plus-value relative, parce que la plus-value, le capitaliste peut l'augmenter en faisant travailler plus longtemps le salarié pour le même salaire, ça c'est augmentation de la plus-value absolue, ou bien il peut en fait réduire la valeur de la marchandise force de travail et en augmentant l'efficacité sur l'ensemble des secteurs qui sont comme aussi nécessaires à tout ce qui est nécessaire pour produire la marchandise force de travail. En fait, il y a juste la valeur de la force de travail qui baisse. Juste, il faut leur payer moins de salaire parce que, par exemple, la bouffe, elle est devenue beaucoup moins chère, mais en même temps, ils ajoutent toujours la même quantité de valeur aux marchandises. Et c'est à travers ce mécanisme, en fait, que la plus-value, elle est augmentée. Donc, ça ne contredit pas la théorie de la valeur. C'est pas super bien expliqué, mais oui. Hum, où je voulais en venir? Mais du coup, d'autres contradictions qui en résultent, c'est juste qu'au sein du capitalisme, du coup, ce qui se passe, c'est... Ah oui, exact, il y avait cette question, mais c'est un phénomène qu'en fait, il y a des salaires qui suffisent pas pour vivre, qui sont payés. Comment expliquer cela? Et ça vient aussi du fait que, en fait, vu que il y a cette tendance vers plus d'automatisation, vers plus de capital constant, ce qui se passe, c'est que il y a constamment du chômage parce que des salariés qui se font comme éjectés de la machine d'accumulation. Et Marx, il appelle ça l'armée de réserve industrielle, qui est comme tout le temps dans le capitalisme. Il y a tout le temps du chômage. En période de crise, ça augmente, mais il y a tout le temps. Et c'est cette armée de réserve qui permet en fait aux capitalistes de tendanciellement pousser le salaire en dessous de sa valeur. Et le mécanisme, c'est tout simplement, bon, c'est un salaire de merde, il suffit pas pour vivre actuellement dans les pays en Asie, par exemple. Mais si tu veux pas, bon, il y a une millier d'autres qui le font à ta place, non? C'est ça le mécanisme pour essayer d'expliquer ça. La deuxième contradiction, je ne vais pas encore une fois approfondir, mais c'était que la production, elle est de plus en plus socialisée et l'appropriation, elle reste privée. Et la troisième contradiction, c'était la surproduction, qu'il y a tout le temps plus qui est produit dans le capitalisme que ce qui peut être vendu profitablement. Mais peut-être, parce que moi j'ai juste pris ces trois contradictions, mais peut-être juste deux commentaires sur ces contradictions. Tout d'abord, ce qui me semble important, il y a un lien interne entre toutes ces contradictions du capitalisme. Hum, oui, par exemple, aussi surproduction. La surproduction, elle vient de l'exploitation et l'exploitation vient de la concurrence du capitalisme. Il n'y a pas des contradictions, des problèmes qui viennent comme de l'extérieur sur le capitalisme. C'est le capitalisme qui crée et développe ses propres contradictions. Ça, juste comme un point général. Et peut-être autre point, c'est pas les seules contradictions que j'ai énumérées. Le vieux camarade, qui est juste aussi camarade, il a parlé de ce taux de naissance qui est en train de baisser. Et ça, c'est très vrai ce que tu dis, parce que même en Suisse, c'est en train d'avoir lieu.
genre 2024, les jeunes femmes en Suisse ont donné genre 1,27 enfants par jeune femme en Suisse, qui est le taux le plus bas depuis qu'on mesure ces taux de naissance en Suisse. Et ça a baissé genre de 14% vis-à-vis à 2023. Et moi, je trouve juste deux commentaires par rapport à ça. Moi, je trouve que ça, c'est une des expressions les plus cruelles du déclin du système capitaliste. Parce que dans les médias bourgeois, genre dans 20 minutes, j'ai lu un article qui disait Ah, apparemment, les jeunes femmes, c'est plus trop dans le trend, c'est plus trop à la mode d'avoir des enfants. Mais pourquoi est-ce que le taux de naissance est en train de baisser? Parce que putain, en Suisse, tu peux pas payer les enfants, tu peux pas payer les crèches. Désolé pour putain, mais le capitalisme enlève, il donne pas les moyens pour s'occuper des enfants et aussi il ne donne pas de perspective. Pourquoi tu voudrais mettre un enfant dans ce monde qui a lieu de devenir de pire en pire? Et c'est ça qui est la cause de ça. Et de nouveau, alors que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de s'occuper d'un enfant? Juste un point de vue humain. Tes nouveaux enfants s'occupent d'eux. Il y aurait toutes les ressources pour faire ça magnifiquement. C'est le capitalisme qui fait que les gens peuvent plus, ou si tu as des enfants, après tu te fais encore quitter, par exemple, tu es vraiment complètement dans la merde. C'est le capitalisme qui cause ce problème. Et tu as aussi raison en disant, c'est un problème causé par le capitalisme qui aggrave de nouveau la crise du capitalisme, les problèmes du capitalisme. Parce que qu'est-ce que ça fait? Le taux de naissance qui baisse, ça fait que la population devient plus vieille. Et ça, c'est un problème pour les capitalistes parce que les vieux coûtent seulement et ils génèrent pas de la plus-value. Ouais, ouais, les capitalistes veulent exploiter de la plus-value et pour ça, c'est la force de travail active qui les intéresse. Ouais, ouais, arrêtons avec ces numéros-là. C'est le capitalisme lui-même qui est le problème, non? Et qui cause les problèmes et qui aggrave les problèmes du capitalisme. C'est ça le plus important. Mais ouais, peut-être juste pour finir, et qu'est-ce qui en résulte? C'est juste que le capitalisme, il est responsable pour tous ces problèmes, mais il essaie de faire payer la classe ouvrière pour ces problèmes. C'est aussi pour ça que la pression pour, par exemple, augmenter l'âge de la retraite, il y a partout des tentatives dans cette direction. Et ça, c'est essayer de faire payer la classe ouvrière pour la crise du système même. On le voit sur tous les niveaux, ça. Et moi, je trouve, oui, c'est juste un système. On pourrait vivre sur le paradis avec tout ce que le capitalisme a créé, mais le capitalisme, c'est l'enfer pour l'humanité et le devient de plus en plus. Et moi, je trouve juste, les réformistes disent toujours, vous êtes des utopistes, vouloir dépasser ce système. Nous, on doit répondre, ce qui est utopique, c'est de vouloir, comme soigner ce patient qui est gravement malade. Laissons-le mourir. On n'en a rien à foutre parce que le capitalisme, il porte en lui un nouveau bébé, le potentiel pour l'économie planifiée, éradiquer le chômage, donner de la maison, des bonnes conditions à tout le monde. Et ça, c'est que le début, comme il l'a expliqué. C'est le pas pour développer des relations vraiment humaines, pour vraiment apprendre à se connaître ensemble et tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on lutte. Oui, merci. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido